Bonjour à tous, merci beaucoup à l'ASF de m'avoir proposé de parler des atteintes musculaires au cours de la sclérodermie. Merci aussi pour l'accueil, là c'est un super lieu, l'ambiance est super, donc je suis vraiment content d'être là. Et donc on m'a demandé en 20 minutes de vous parler de ces myosites liés à la sclérodermie. Et ce que je vais essayer de faire pendant ces 20 minutes, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui ces myosites liés à la sclérodermie, quand est-ce qu'il faut les évoquer, comment est-ce qu'on peut les confirmer, quelles conséquences ça va avoir sur la pathologie et comment est-ce qu'on va classer ces atteintes, parce qu'on va voir qu'il existe une certaine hétérogénéité. Et puis finalement, dans les grandes lignes, comment est-ce qu'on peut prendre en charge ces pathologies aujourd'hui, et puis où en est la recherche pour améliorer la prise en charge de ces pathologies demain. Alors, quelle définition? Eh bien, si on part de la définition critère ACR-EULAR des myosites, de façon générale, une myosite, c'est des signes de myopathie. Et myopathie, on va le revoir, c'est avant tout une faiblesse musculaire, parfois une dysphagie. Et puis, dans le sang, l'augmentation du taux d'une enzyme musculaire, la créatine kinase, ou CPK, ou encore CK, une enzyme qui normalement est contenue dans les fibres musculaires, et quand ces fibres musculaires se cassent, et on va en reparler, cette enzyme est relarguée dans le sang, et on a la possibilité de doser le taux de cette enzyme dans le sang. Donc plus cette enzyme est haute, plus ça veut dire que la fibre musculaire se casse, et c'est un bon indicateur des myopathies en général. Et là, on parle d'une myopathie inflammatoire, ou myosite, ou myopathie auto-immune, et pour les critères actuels, de façon schématique, l'origine auto-immune, elle est définie par la présence d'une éruption cutanée, qu'on va revoir, par la présence d'auto-anticorps, dont on va reparler, et par parfois, mais quand même assez bien souvent, des signes à la biopsie musculaire dont on va aussi parler. Alors, ces myosites ou myopathies inflammatoires, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un groupe hétérogène de pathologies et qui n'est pas limité à la sclérodermie. De façon schématique, on distingue actuellement 5 groupes sur la base d'une part de l'atteinte musculaire, qui est la plus sévère au cours de ce qu'on appelle les myopathies nécrosantes auto-immunes et la myosite à inclusion. Et puis sur la base des atteintes systémiques, donc les atteintes qui sont extramusculaires, hein, les autres atteintes d'organes. Et ces atteintes systémiques, elles sont importantes au cours de ce qu'on appelle la dermatomyosite. Et puis des syndromes de chevauchement, des myosites de chevauchement. Et c'est là-dedans qu'on retrouve le syndrome des antisynthétases et les scléromyosites. Et donc mon propos, c'est bien celui des myosites liés à la sclérodermie, qu'on appelle aussi, et que je vais appeler au cours de cette présentation de façon indifférente, scléromyosites ou myosites liés à la sclérodermie. Alors quand est-ce qu'on va évoquer ces pathologies? Eh bien, si on reprend nos critères ACR-EULAR, vous voyez que le premier contexte d'évocation, c'est une atteinte sclérodermique et des signes de myopathie. Alors ces signes de myopathie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le dénominateur commun, c'est une atteinte qui est globalement proximale et symétrique, qui touche les membres supérieurs comme les membres inférieurs. Il semble que les membres supérieurs dans la sclérodermie soient plus atteints que les membres inférieurs. Cette atteinte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une faiblesse, mais qui a une variabilité importante, puisque vous voyez que ça peut aller d'une force normale, ou en tout cas ressentie comme normale par le clinicien, à des formes qui sont extrêmement sévères, où le patient ne peut plus bouger ni bras ni jambes. Le taux de créatine kinase, dont je vous parlais tout à l'heure, donc cette enzyme contenue dans le muscle, a aussi un spectre d'élévation qui est très importante, avec des taux qui peuvent être normaux, et qui n'excluent pas le diagnostic si les autres signes sont là, et des taux qui peuvent dépasser 10 000 unités par litre. Et puis, autre variabilité, c'est celle de la vitesse d'installation, puisqu'il y a des formes extrêmement chroniques qui vont se manifester sur plusieurs années, et des formes qui sont très fulgurantes, où en quelques semaines, le patient va se retrouver extrêmement faible. J'attire votre attention sur le fait que les myalgies ne sont pas un signe de myopathie. Pourquoi? Les myalgies, en fait, peuvent être dues à plein d'autres problèmes de santé autres que le muscle. Ça, c'est une chose, donc manque de spécificité. Et d'autre part, les formes les plus graves de myopathie ne font pas mal aux muscles. Ça, c'est un manque de sensibilité. On peut avoir une myopathie très sévère alors que même que le muscle ne fait pas mal. Donc j'insiste sur le fait que ce qui va attirer l'attention dans ce contexte de myopathie, c'est la faiblesse et l'augmentation du taux de créatine kinase.
Il y a des formes pièges et qui sont mal connues des médecins comme des cliniciens, et c'est pour ça que je voudrais vous en parler. C'est celui de la tête tombante. À vrai dire, sans rentrer dans les détails, le fait d'avoir une tête tombante, ou ce qu'on appelle une camptocormie, donc c'est aussi une faiblesse du tronc, c'est pour les critères acéolars un élément d'exclusion du diagnostic de myopathie, parce que ça va orienter vers d'autres problèmes musculaires. Mais dans la sclérodermie, on s'est rendu compte que ça peut être un point d'appel vers une myopathie de la sclérodermie. Et cette tête tombante, vous voyez qu'elle est définie par une chute de la tête en avant qui est complètement réductible. Quand on se couche, en fait, cette chute de la tête en avant disparaît. Donc ce n'est pas un problème ostéo-articulaire. Hein. Et dans une étude multicentrique, on s'est rendu compte que cette tête tombante était très associée à la scléromyosite et qu'elle était aussi associée à un retard diagnostique. Donc il faut connaître ce signe et penser à une myosite dans ces cas-là, et en particulier à une scléromyosite. Donc voilà pour ce contexte de la myopathie qui est évident dans un topo qui est myosite lié à la sclérodermie. Ce qui est un petit peu moins évident, c'est les signes extramusculaires. Et en fait, il y a des signes cutanés qui vont aussi orienter le diagnostic vers une myosite. Le premier signe, c'est celui de la dermatomyosite. La dermatomyosite, c'est une éruption cutanée qui consiste en un érythème localisé au niveau des paupières, qu'on appelle érythème liliacé des paupières. Et c'est aussi une éruption qui est localisée à la phase d'extension des doigts, au niveau des articulations interphalangiennes distales, interphalangiennes proximales et métacarpophalangiennes. Vous voyez que c'est une rougeur avec parfois une petite surélévation qu'on appelle papule. Il y a un nom propre qui est donné à ce signe, en fait, hein, c'est celui de Gautron, donc macule de Gautron ou papule de Gautron. Ces éruptions sont en fait localisées à n'importe quelle face d'extension des articulations et on peut les retrouver au niveau des coudes, mais aussi au niveau des doigts de pied et au niveau des genoux. Ça, c'est les critères classiques de dermatomyosite qui peuvent se rencontrer dans les scléromyosites et qui doivent orienter vers une atteinte musculaire, même, encore une fois, si le taux de CPK est normal et où la force musculaire est normale. Et puis il y a d'autres signes un peu moins spécifiques, le signe de la manucure, donc qui ressemble un petit peu, parce qu'il y a aussi une dilatation des capillaires, mais il y a plus d'érythème, c'est un tout petit peu différent de l'atteinte de la lunule des ongles de la sclérodermie. Une éruption qui peut siéger au niveau du décolleté, qu'on appelle le signe du châle ou le signe du V. Et puis une éruption qui est localisée à la face latérale des cuisses, qu'on appelle le signe du Holster. Donc voilà pour cette éruption cutanée de dermatomyosite qui doit orienter vers une atteinte musculaire. Et puis il y a une lésion un petit peu moins connue qu'on appelle hyperkératose fissuraire qui se manifeste en particulier au niveau des doigts des mains. C'est ce qu'on appelle les mains de mécanicien. Donc vous voyez que c'est un épaississement cutané à la face latérale de l'index, à la face médiale du pouce. Les autres faces latérales des doigts de la main sont aussi touchées, mais un petit peu moins. Donc ça prédomine vraiment en face latérale de l'index et face médiale du pouce. Main de mécanicien au niveau des mains, mais le même signe existe au niveau des pieds. Au niveau des pieds, ce nom de pied de randonneur a été donné. Et là, je vous montre les photos parce que il y a parfois un retard diagnostique parce que la lésion n'est pas connue. Et j'ai encore eu le témoignage là d'un courrier d'une patiente que j'ai réceptionné il y a quelques jours et je l'en remercie sur la description de son parcours. Et elle rapportait bien un phénomène qu'on rencontre en fait chez les patients. C'est cette errance diagnostique avec le diagnostic d'un psoriasis palmoplantaire, hein, en particulier quand on a aussi mal aux articulations. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître parce que quand on connaît, finalement, c'est pas... Vous voyez, c'est assez évocateur. Hein. Alors, voilà pour les signes musculaires, les signes cutanés qui vont faire suspecter le diagnostic. Comment est-ce qu'on va ensuite confirmer ce diagnostic de myosite lié à la sclérodermie ? Si on continue à suivre les critères acérolars, eh bien on voit que les auto-anticorps vont être un outil du diagnostic. La recherche d'auto-anticorps, sans rentrer dans les détails, mais quand même pour vous montrer la complexité, c'est vraiment ça le but de la suite des diapositives. Comment est-ce qu'on fait pour rechercher ces auto-anticorps ? Ce qui est simple pour vous, c'est qu'il y a un prélèvement sanguin. Donc c'est pas invasif, enfin pas plus invasif qu'une ponction veineuse en fait. Hein. Donc ça c'est extrêmement utile. Ce qui est un peu plus complexe, c'est ce qu'on va faire après avec ce prélèvement. En fait, le prélèvement sanguin, on récupère le sérum, et dans le sérum, il y a chez tout le monde des anticorps. Et ces anticorps, on va les mettre en présence de cellules un peu particulières qui s'appellent cellules HEP2, et on va regarder si parmi les anticorps qui sont présents à l'état physiologique, il y a des anticorps qui vont se fixer sur ces cellules HEP2, ce qui peut être un signe pathologique.
Et puis après, on va révéler la présence d'anticorps fixés avec des anticorps qui comprennent un fluorochrome, donc un composé fluorescent, et on va tenter de faire de générer une fluorescence si des anticorps sont fixés sur les anticorps qu'on a prélevés au niveau de la ponction veineuse. Et ça, on peut l'observer sous le microscope. Il y a toute une sémiologie assez complexe, je ne rentre pas dans les détails, mais simplement pour vous illustrer que c'est complexe, de fluorescence qui va nous indiquer la présence d'auto-anticorps et aussi nous orienter vers quel anticorps est présent. Et puis après, il y a une technique complémentaire de confirmation qui est de l'immunodote. Et là, c'est un test où on pose le sérum et puis il va y avoir le procédé un peu similaire, mais avec un anticorps vraiment spécifique posé sur chaque spot de cette immunodote. Et ça va nous permettre d'identifier l'anticorps qui est présent. Alors, la recherche d'anticorps, eh bien, c'est extrêmement utile au cours des myosites liés à la sclérodermie parce qu'on a pu mettre en évidence au cours des dernières années des anticorps qui sont particulièrement liés à l'atteinte musculaire de la sclérodermie. Vous voyez la liste de ces auto-anticorps ici. Et donc, ce qui est positif dans cette connaissance-là, c'est que c'est une aide au diagnostic et aussi, on va le voir, une aide à la classification. Mais par contre, et c'était le but des diapositives précédentes, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une variabilité importante actuellement dans la disponibilité et dans la fiabilité des techniques qu'on a pour rechercher ces auto-anticorps. Donc il faut prendre avec prudence à l'heure actuelle le résultat de ces auto-anticorps et avoir recours à une expertise biologique importante et avoir recours en fait à un centre qui connaît bien ces auto-anticorps parce que c'est pas facile. Et c'est parce que ces auto-anticorps sont utiles mais pas si faciles à manier qu'on a encore bien souvent recours à un deuxième test pour faire le diagnostic, celui de la biopsie musculaire. Alors comment se passe cette biopsie musculaire ? C'est une technique qui est un peu plus invasive, c'est pour ça qu'on ne la fait pas chez tout le monde et globalement on fait une anesthésie locale au niveau du muscle qui va être biopsié. Le plus souvent c'est le muscle deltoïde, parfois c'est au niveau de la cuisse. Cette anesthésie se fait sur quelques centimètres, il y a une petite incision qui est réalisée, on écarte et puis on prend quelques fragments de muscle, un muscle pour l'histologie et puis 2 fragments complémentaires sur lesquels on peut faire des analyses en plus de l'histologie. Et puis une suture réalisée, c'est entre 3 et 5 points de suture. Donc pour vous indiquer là que c'est pas un geste anodin, donc on réfléchit avant de faire ce geste, même si le geste est relativement sûr, on garde quand même une cicatrice et puis il y a des précautions à prendre au niveau des antiagrégants, des anticoagulants. Donc voilà, c'est pas le geste de première intention, cette biopsie musculaire. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Avec cette biopsie musculaire, eh bien, on va faire tout un tas de techniques qui vont nous permettre de savoir s'il y a une atteinte musculaire et de caractériser cette atteinte musculaire. Là aussi, sans rentrer dans les détails, je voudrais simplement vous illustrer qu'il y a au moins 8 colorations types qui sont faites systématiquement quand on fait une biopsie musculaire. Et puis, on a accès à des techniques complémentaires pour étudier les phénomènes inflammatoires dans le muscle, caractériser cette atteinte musculaire. Et parfois, on peut même avoir recours à de la microscopie électronique pour voir ici un capillaire et on va reparler justement de ces capillaires au cours des atteintes musculaires de la sclérodermie. Là aussi, est-ce que c'est l'examen clé pour faire le diagnostic ? Eh bien non, il est vraiment complémentaire de la recherche des auto-anticorps dont je vous parlais tout à l'heure, parce que oui, c'est une aide au diagnostic, mais là aussi, il y a une variabilité dans les techniques, dans la lecture, et donc il faut avoir recours à un centre qui là aussi connaît bien l'histologie musculaire et ne pas faire la biopsie musculaire dans n'importe quel centre. Il faut une expertise très particulière pour l'analyse de ces explorations. Au cours des atteintes musculaires de la sclérodermie, on a pu montrer au cours de ces dernières années qu'il y a 2 marqueurs histologiques de la maladie que je voudrais vous présenter brièvement maintenant. C'est d'une part la fibrose qu'on connaît bien au niveau de la peau, on la voit au niveau de la peau, au niveau du muscle, on ne la voit pas directement, mais quand on biopsie, eh bien on retrouve ça, vous voyez ici une augmentation de la quantité de tissu collagène entre les fibres musculaires. Les fibres musculaires sont ici en rouge, coupées transversalement en fait, vous les voyez sous la forme de polygones, et autour c'est du tissu conjonctif, et ce tissu conjonctif, même sans être histopathologiste, je pense que vous voyez la quantité de ce tissu qui est augmentée, enfin pathologiquement augmentée dans cette forme fibrosante de myopathie. L'autre élément
qu'on connaît bien là, et on vient d'en parler au cours des 2 présentations précédentes, c'est les vaisseaux. Eh bien, on retrouve ce vaisseau au niveau du muscle, beaucoup moins accessible évidemment qu'au niveau de la capillároscopie, mais on le voit aussi avec ici une coloration du collagène 4. Et les vaisseaux ici qui apparaissent cerclés, eh bien, sont rarifiés, d'autre part ils sont élargis. Et quand on fait de la microscopie électronique sur ces vaisseaux, eh bien, on voit que la membrane basale de ces vaisseaux est augmentée de calibre, et puis en fait il y a des couches de membrane basale qui sont augmentées, ce qu'on appelle une reduplication membranaire, et ces 2 lésions, fibrose et vasculopathie, sont des éléments qui sont spécifiques de l'atteinte musculaire au cours de la sclérodermie. Donc la biopsie musculaire donne des clés pour le diagnostic. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic d'atteinte musculaire de la sclérodermie, quelles sont les conséquences pour la pathologie et puis comment est-ce qu'on va s'en sortir pour essayer de mieux caractériser encore l'atteinte musculaire et la pathologie dans son ensemble. Il faut savoir que le diagnostic d'une myosite liée à la sclérodermie a, comme on en a parlé avec la capillároscopie, des conséquences au-delà du muscle. Et les conséquences au-delà du muscle, c'est qu'il faut une vigilance accrue pour le risque de pneumopathie interstitielle, pour le risque d'atteinte cardiaque, d'atteinte gastro-intestinale et d'atteinte articulaire. Mais heureusement, quand on a une atteinte musculaire, on ne va pas forcément développer ces complications et elles ne vont pas forcément être très embêtantes. Et donc là, on aura besoin en fait, de mieux caractériser quel est le type exactement de myosite liée à la maladie pour mieux personnaliser la prise en charge. Alors, est-ce qu'on sait faire ça aujourd'hui? Eh bien, on a des éléments qui, là, je vais vous montrer un principe général, et en tout cas, c'est le but qu'on poursuit, nous permettent de faire une classification sur la base de la clinique, avec l'atteinte musculaire, les signes extramusculaires, sur la base de ce qu'on appelle la sérologie, les auto-anticorps, et sur la base des éléments histologiques, pour résoudre finalement un puzzle à 4 pièces qui nous permettent de caractériser des ensembles qui soient cliniquement, sérologiquement et histologiquement homogènes. Alors, est-ce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui dans les atteintes musculaires de la sclérodermie? Eh bien, on n'est pas autant capable qu'on voudrait, mais je vais vous montrer qu'on y travaille, mais on a au moins une preuve de concept que ces atteintes musculaires de la sclérodermie ont une certaine hétérogénéité et qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Et globalement, aujourd'hui, on connaît 2 formes. Une forme qui est nécrosante, qui est caractérisée, et j'espère que ça va vous sembler évident avec ce que je viens de vous dire, par une augmentation importante du taux de créatine kinase. Pourquoi c'est évident? Parce que je vous l'ai dit, la créatine kinase, elle est dans les fibres musculaires. Si on nécrose beaucoup ces fibres musculaires, on libère beaucoup de créatine kinase et on rencontre des taux qui sont supérieurs à 5 fois la normale. L'atteinte cutanée est limitée, c'est-à-dire que là on retrouve ce lien muscle et peau, en fait, la fibrose dans la peau est limitée, la fibrose dans le muscle est aussi limitée. Les auto-anticorps, on retrouve en particulier les anticorps anti-KU, U1-RLP et PMSCL. Et puis quand on fait la biopsie musculaire, on trouve beaucoup de nécrose, c'est ça qui a donné le nom à cette forme-là, et on trouve aussi de l'inflammation, et on ne trouve pas ou peu de fibrose musculaire. Et pourquoi c'est important ça? Parce que la réponse au traitement de première ligne, les corticoïdes, est meilleure dans cette forme-là. Et puis à côté de ça, on a une forme qui est nommée actuellement comme étant fibrosante. Dans cette forme-là, de façon symétrique à ce que je viens de vous montrer, le taux de CK est moins augmenté, parce que les fibres musculaires se cassent peu en fait. C'est pas ça le processus de la pathologie, c'est pas une destruction des fibres musculaires. L'atteinte cutanée est diffuse et ça illustre le processus pathologique. C'est en fait une augmentation de la fibrose et on a des anticorps qui sont reliés à cette forme-là, les anticorps anti-STL70, U3-RNP, les anticorps anti-RUVBL1-2. L'histologie musculaire, c'est elle qui a donné ce nom à cette forme. On trouve de la fibrose alors que la nécrose est soit absente, soit modérée. L'inflammation est aussi soit absente, soit modérée. Et pourquoi c'est important de diagnostiquer cette forme-là? Parce que la réponse aux corticoïdes, malheureusement, à l'heure actuelle, est limitée. Mais ça a aussi des conséquences pratiques importantes, parce que vous le savez, et on va reparler, les corticoïdes, c'est pas anodin de façon générale, et c'est encore moins anodin quand on a une sclérodermie. Et donc là, on voit qu'on a au moins la preuve de concept, qu'on est capable de mieux décrire les atteintes musculaires au cours de la sclérodermie pour mieux personnaliser le traitement.
Ce qu'on voudrait, c'est faire encore mieux, et on travaille à ça. Et comme vous voyez que l'histologie musculaire semble contenir des éléments, des informations importantes pour le pronostic et la prise en charge, eh bien, en collaboration avec Montréal, on est actuellement en train de mener un travail qui vise à caractériser les biopsies musculaires de patients atteints de scléromyosite, les comparer à des groupes contrôle et faire de l'histologie plus fine que juste nécrose et fibrose, mais utiliser les outils qu'on a actuellement et puis aller jusqu'à la biologie moléculaire, c'est-à-dire regarder vraiment dans les cellules tout ce qui s'allume et tout ce qui s'éteint par rapport au muscle normal et par rapport à d'autres myopathies. Et essayer de déterminer si cette histologie musculaire contient plus d'informations pour prédire les auto-anticorps, contient plus d'informations pour prédire la clinique de la myopathie, et pas seulement est-ce que les CPK sont supérieurs à 5, mais en dessous de 5. Je vous ai montré qu'il y a une diversité dans la topographie, dans la sévérité, dans la chronologie. Est-ce qu'on est capable de prédire ça avec la biopsie musculaire? Et puis finalement, est-ce qu'on est capable, avec la biopsie musculaire, de prédire aussi les autres atteintes d'organes qui sont importantes, soit pour la qualité de vie, ou soit même pour le pronostic vital? C'est la pneumopathie interstitielle, la myocardite, les atteintes gastro-intestinales, la polyarthrite. Tout ça, c'est très important et on a besoin de le savoir dès le début pour mieux personnaliser la prise en charge. Et donc, identifier comme ça des biomarqueurs qui permettent de mieux reconnaître la maladie et peut-être d'identifier des cibles thérapeutiques qui soient dédiées à ces atteintes musculaires. Alors, cible thérapeutique, je vais terminer avec ça. Comment est-ce qu'on peut traiter ces atteintes? Eh bien, de façon très générale, dans les myosites, et c'est vrai aussi dans les scléromyosites, l'objectif, c'est de diminuer ce qu'on appelle l'activité de la maladie, c'est-à-dire combien le muscle se casse, en fait, diminuer cette activité jusqu'à un seuil qu'on appelle rémission, c'est-à-dire vraiment il n'y a plus du tout d'activité, ou au moins une activité qui soit faible, donc une activité faible de la maladie. Et ça, on essaye de le faire pour éviter ce qu'on appelle les dégâts. Les dégâts, en fait, c'est comme une cicatrice au niveau du muscle qu'on n'arrivera pas à récupérer de façon tout de suite. En tout cas, on va voir qu'on peut réverser un peu le dégât, mais c'est un peu plus long et c'est un peu plus difficile. Pour limiter ce dégât, eh bien, cette première phase d'atteinte de la rémission de l'activité faible et d'arrêt des dégâts, on le fait avec un traitement d'induction. Et ce traitement d'induction, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est à l'heure actuelle la prénisone. Mais vous le savez, la prénisone, il faut en donner de façon parcimonieuse, de façon générale, mais encore plus dans la sclérodermie, parce que ça expose à un risque de complications que vous connaissez, qui s'appelle les crises rénales. Heureusement, ces événements sont de façon générale très rares, mais ils sont un peu moins rares quand on met des corticoïdes. Et c'est pour ça qu'on essaye de préciser le bénéfice qu'on va retenir de ça. C'est pour ça aussi qu'on essaye tout de suite de maintenir la rémission avec une prénisone qui est arrêtée. Et ça, on arrive à le faire en donnant des traitements de maintien qui permettent de garder la maladie éteinte alors même qu'on n'a plus de prénisone. Et ces traitements de maintien, on les commence d'emblée, dès le diagnostic et dès la prescription de la prénisone, on met ces traitements de maintien. Alors, ces traitements de maintien, c'est des immunomodulateurs. Comment est-ce qu'on choisit ces immunomodulateurs? Là, je dois vous dire qu'au stade actuel, il n'y a pas de recommandation dédiée à la scléromyosite, donc je n'ai pas de réponse absolue. Ce que je peux vous dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que des immunomodulateurs qui sont recommandés pour la sclérodermie sont utilisés aussi dans les myosites. Et il y a au moins ces 5 immunomodulateurs qui sont partagés avec la sclérodermie et les myosites. Le choix repose sur l'avis du clinicien qui vous prend en charge. Et en cas d'aide, RCP local ou même RCP national, nous avons des RCP dédiés aux myosites qui permettent de choisir à plusieurs l'immunomodulateur quand le choix est compliqué. Et puis ce qui est aussi très important à savoir, c'est qu'il y a des essais thérapeutiques qui ont débuté, les scléromyosites en font partie, et donc là on espère qu'avec ces essais thérapeutiques on va arriver à des traitements dédiés. Et puis enfin, même si quand on met la maladie en rémission, des fois on a des dégâts, comment est-ce qu'on fait pour réverser les dégâts? Eh bien on peut les réverser en particulier avec l'exercice. Ce qui est montré, c'est que l'exercice est bénéfique dans les myosites lorsque la maladie est stable. Donc vous voyez, plus d'activité, eh bien, on peut faire encore mieux si on reprend l'exercice. Cet exercice, en fait, augmente les capacités musculaires, il diminue le handicap, il augmente la qualité de vie, et il diminue même peut-être l'activité de la maladie. Donc vraiment,
faire de l'exercice. Alors, quel exercice faire? Alors là, c'est un peu plus compliqué. Hein. En fait, dans les recommandations actuelles, vous voyez le niveau d'exercice, quoi. Alors là, il est un peu, je sais pas quelle heure il est, mais je sais pas qui a déjà ce niveau d'exercice. Peut-être le professeur Krakowski y est, je ne sais pas. Mais, voilà. Donc, vous voyez, 3 fois par semaine, 90 à 180 minutes par semaine, à 60 et 70% des capacités aérobies. Ça, c'est pour l'activité en endurance. Activité en résistance, encore, 3 fois par semaine aussi, 1 à 7 de répétition, 30 à 40% de charge maximale. Donc, c'est pas évident. Mais le message, c'est que ça, bon, il faut une motivation personnelle, mais c'est aussi à nous, je pense, médecins, kinésithérapeutes, et Sophie Généton vous en a parlé, de vous aider. On a tous besoin d'être aidés pour être mis à l'exercice, y compris les sportifs de haut niveau. Ils font pas leur performance seuls, ils ont des coachs, ils ont tout un staff. À nous aussi de vous staffer dans l'activité physique, c'est très important parce que le bénéfice, on le voit, il est démontré, et le risque, là, le risque, enfin, il faut bien sûr stabiliser les choses au niveau cardiovasculaire, être sûr qu'il n'y ait pas de risque cardiovasculaire, mais c'est pas celui des traitements immunomodulateurs qu'on donne. Donc c'est très important. Autre bonne nouvelle, c'est que même si on n'y arrive pas, ce qui est vraiment montré, c'est que un peu, c'est mieux que rien. Et donc simplement remplacer en fait des choses où on est assisté, la voiture, l'ascenseur, par l'activité physique, eh bien c'est mieux que d'être assisté d'un point de vue mécanique. Donc vraiment, il n'y a pas de petit effort dans l'activité physique et c'est vraiment très important de le savoir et de le mettre en place. Voilà, j'espère avoir réussi à tenir le temps et avoir réussi à vous montrer finalement qu'est-ce que c'est ces atteintes myositiques liées à la sclérodermie, comment est-ce qu'on évoque ces maladies, en particulier l'atteinte musculaire, qu'est-ce que c'est, mais aussi l'atteinte extramusculaire qui doit contenir au diagnostic. Quels sont les outils du diagnostic? L'intérêt, mais les limites aussi des auto-anticorps, l'intérêt, mais les limites aussi de la biopsie musculaire, et l'intérêt d'avoir un recours à des centres qui connaissent bien ces techniques. Avoir réussi aussi à vous montrer qu'il y a au moins 2 formes avec des enjeux systémiques et des enjeux thérapeutiques qui sont différents, qu'on essaye de mieux caractériser ces atteintes, qu'il y a de la recherche pour mieux caractériser ces atteintes et qu'il y a aussi de la recherche pour mieux traiter ces atteintes. Et je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez.